Alors, nous voici avec le tout premier chapitre sur lequel nous allons travailler cette année. Nous allons parler du système de santé. Alors souvent c'est des termes un peu obscurs pour vous et puis petit à petit vous comprenez qu'on va discuter ensemble de comment la France et l'État français ont mis en place, euh, grâce à des lois, des administrations, euh, un système qui nous permet de prendre soin de nous-mêmes, d'être accompagnés dans cette démarche et puis de manière générale euh, avoir accès à des soins de qualité sans que cela soit financé par chaque personne, mais il y a un système global qui permet à chacun d'être protégé. Nous allons voir comment cela fonctionne. Tout d'abord, nous allons essayer de discuter de ce que c'est que la santé. On en a déjà discuté un petit peu ensemble. Et la santé, en fait, elle va s'appuyer sur trois éléments très importants qui sont complémentaires les uns avec les autres. Déjà, on va parler tout d'abord de type de bien-être. Vous vous souvenez, il y a trois piliers très importants qui vont soutenir la bonne santé. Donc, le premier pilier, c'est le bien-être physique. Ok, c'est ce qu'on voit ici, ce qui est représenté ici. Donc ça va être l'absence de maladie et d'infirmité. Mais ça ne suffit pas à définir une bonne santé, parce qu'il faut aussi se sentir bien dans sa tête. On parlera alors, et c'est le deuxième pilier de la santé, de bien-être mental. Ok, donc ne pas être en état dépressif, ne pas être trop anxieux, avoir des moments heureux. Alors ça ne veut pas dire ne pas avoir de moments tristes, parce que dans nos vies on a tous aussi des passages plus difficiles, mais c'est qu'à échelle globale, on se sent plutôt bien. Il y a un troisième pilier très important, puisqu'on peut être en bonne forme physique et bien dans sa tête, mais si on est très isolé et que si on ne trouve pas sa place au milieu des autres, du groupe, au milieu de la société, on ne se sent pas forcément très bien, donc on parlera du bien-être social, qui va regrouper les interactions avec nos pairs, et puis aussi l'idée de trouver sa place, d'être inséré dans un groupe, une société. Donc ces trois bien-être-là, ils sont vraiment importants, complémentaires pour définir un état de bonne santé. D'accord ? Il va y avoir plusieurs facteurs qui vont influencer sur notre santé. On peut les regrouper au sein de trois grands types. D'abord, on va parler des facteurs génétiques, héréditaires, c'est-à-dire ce que vous recevez en héritage de la part de vos parents d'un point de vue purement corporel, hein, c'est-à-dire quels sont les gènes, les allèles que vos parents vous ont donnés au moment de la fécondation. Donc vous partez avec votre pool génétique qui peut être très chouette, et puis qui peut comporter peut-être des faiblesses à certains endroits ou des facteurs de prédisposition qu'il faudra surveiller au cours de vos vies. C'est toujours comme ça que ça marche, hein, la transmission ne peut pas être parfaite. Il y a des endroits où on va être plus compétent, mais des endroits où nos gènes vont nous demander plus de vigilance. On en a parlé déjà aussi ensemble. Si la génétique détermine la couleur de vos yeux, elle va aussi déterminer par exemple votre groupe sanguin et puis du coup si vous êtes prédisposé ou pas à développer certaines maladies. Donc là, hein, on voit représenter un brin d'ADN qui compose les chromosomes. Il y a un deuxième facteur, type de facteur qui va déterminer en fait, en partie au moins, votre bonne santé tout au long de votre vie, c'est les facteurs de type environnementaux qui seront présentés ici. Donc l'environnement, tout ce qui nous entoure, va avoir une influence sur notre état de santé. Très typiquement, là on voit par exemple des usines qui polluent, on sait que la pollution va être néfaste, nocive pour notre état de santé et qu'il va falloir gérer, manager la pollution qui nous entoure. Et puis il y a un troisième type de facteur qui va jouer et qui va avoir un rôle très important sur notre capital santé, ce sont les facteurs comportementaux. Ça, c'est les choix que nous allons adopter dans nos vies. Autant sur l'environnement, c'est compliqué d'avoir prise, autant sur les facteurs comportementaux, et ben on va pouvoir réguler un petit peu ça. Donc ici, on voit quelqu'un qui fume, on parlera d'autres choix comportementaux qui influencent notre santé. On va d'abord prendre un exemple sur les facteurs héréditaires, génétiques, ceux qu'on reçoit de nos parents.
Donc ici, il y a un exemple d'affiche de prévention du cancer du sein. Et puis on vous liste les différents facteurs de risque, ce qui peut aggraver, ce qui peut euh, rendre plus probable l'apparition d'un cancer du sein. Donc on vous parle des radiations, de l'âge. On vous explique que les femmes sont exposées, mais pas seulement, que les hommes aussi peuvent être touchés, même si c'est beaucoup plus rare. On vous parle de la consommation d'alcool, de l'obésité, qui peut rendre plus probable l'apparition d'un cancer du sein. Et puis on vous parle de génétique. Donc qu'est-ce qu'on vous dit sur la génétique? On vous explique que certains cancers du sein, donc on vous dit environ 10%, vont être d'origine génétique et liés en fait à la mutation de certains gènes. On vous les nomme ici BRCCAE1 ou BRCCAE2. Ça, c'est juste pour vous montrer que le fait de voir certaines mutations sur certains gènes peuvent exposer à un risque accru de certains types de maladies. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de mettre en place une plus grande surveillance, une plus grande prévention, puisqu'on sait qu'on est plus vulnérable, pour éviter au mieux de développer la maladie. Ensuite, on va s'intéresser aux facteurs environnementaux. Donc là, on vous donne un exemple de pollution, d'accord, atmosphérique. Il en existe de nombreux, puisque la pollution peut être un facteur de mortalité plus précoce. On aura l'occasion d'en reparler en cours, on donnera des chiffres. Et puis, il va y avoir aussi la pollution de l'eau, par exemple. Alors, moins dans nos pays que dans d'autres, mais dans certains pays, la pollution de l'eau peut exposer à développer des pathologies. Donc, les pathologies, ce sont des développements de certaines maladies ou dysfonctionnements corporels. Il peut y avoir le bruit, qui en permanence peut avoir un effet vraiment néfaste, nocif, mauvais sur notre santé. On aura l'occasion d'approfondir ces points-là. Et puis on va parler de nos fameux facteurs comportementaux, c'est-à-dire ceux qu'on choisit ou pas de modifier. On peut en lister plusieurs: l'alimentation, notre comportement face aux infections sexuellement transmissibles, face aux addictions, et puis est-ce qu'on pratique ou pas une certaine activité physique. Donc ici, on vous donne des exemples de maladies liées à l'alimentation et on essaye d'alerter, sensibiliser les Français, pour le coup, au fait que pouvoir s'alimenter de manière diverse et équilibrée est un vrai facteur de bonne santé. Donc on vous donne plein d'exemples avec le développement de maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids, on vous donne des chiffres, et puis on vous explique ce contre quoi on peut essayer de se prémunir en ayant une alimentation équilibrée. Donc, vous voyez qu'en mangeant de manière équilibrée, on peut se protéger d'un certain nombre de cancers, parce qu'on dit qu'un tiers des cas seraient évitables avec une alimentation plus saine et plus équilibrée. On se protège des maladies cardiovasculaires, donc qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Voilà, et là on vous donne donc des exemples des liens de causalité. Donc quand on consomme par exemple beaucoup de sucre, beaucoup de gras et beaucoup de sel, et on peut développer certains cancers, un surpoids, du diabète. Donc, le diabète va être assez étroitement lié au sucre. Quand on mange du gras et du sel, on peut développer des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Pareil, nous aurons l'occasion d'en reparler en cours. Avec tout ce que je viens de vous dire, on va pouvoir essayer de définir ce qu'est le capital santé. Donc le capital, c'est un ensemble de ressources qui vont être détenues au départ, et puis il va évoluer. On peut parler de capital financier, par exemple, au début d'une entreprise, à sa création. Et puis, du coup, qu'est-ce que le capital peut faire? Il peut s'épuiser, d'accord? Ou au contraire, on peut le faire évoluer dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on peut augmenter ce capital, le faire prospérer. Il en est de même pour le capital santé, d'accord? On peut soit venir puiser dedans, l'entamer, ce capital, ou au contraire, on peut venir l'étayer, le renforcer pour être dans une meilleure santé possible. Ça fait partie d'une stratégie de l'État qui met en place, et ça c'est très important, ce qu'on appelle des plans santé, d'accord? Avec une vraie stratégie nationale. Donc l'État va définir des thématiques prioritaires et va venir proposer des campagnes de prévention soutenues en lien avec ces stratégies nationales
Donc ces plans nationaux ont une durée de 5 ans en général, c'est ce qu'on voit ici, 2018-2022, et puis ils peuvent être renouvelés. Donc si on essaye de définir ce qu'est un plan santé, eh ben, ils vont être établis sous la direction de l'État, d'un ou de plusieurs ministères, dont celui de la santé, pour une période déterminée, en général 5 ans. Et puis on va définir des objectifs ciblés, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Par exemple, que les gens mangent plus de fruits et légumes. Et on va mettre en place des actions très concrètes de prévention collective. Donc ça peut être les messages que vous entendez à la télévision, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça peut être aussi faire en sorte que dans les restaurations collectives, il y ait plus de fruits et de légumes avec une certaine réglementation. Et l'idée, c'est de mettre en place de manière très concrète ces actions pour améliorer les conditions de santé des populations. D'accord? Et là, on s'adresse à l'ensemble, au public, à l'ensemble d'une population pour leur permettre d'être informés et d'avoir des moyens d'améliorer leurs conditions de santé. Donc, c'est très logiquement de la prévention qu'on fait à cet endroit-là, puisque la prévention, c'est quoi? C'est un ensemble de mesures qui visent à éviter ou à réduire la gravité des maladies ou des accidents. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on avait dit en cours quand on parlait de ce qu'était la PSE. Et les plans santé s'inscrivent typiquement dans cette logique préventive. En voici deux exemples. Donc une stratégie nationale sport-santé, d'accord, commencée l'année dernière 2019 et puis qui s'étend jusqu'en 2024. Et puis un plan un peu plus ancien, un plan cancer qui a couru de 2014 à 2019. Encore une fois, ces plans peuvent être renouvelés, l'État peut choisir de les reconduire. 4 axes majeurs sur ces plans santé, très importants. Le premier axe, c'est vraiment de mettre en place une politique de promotion de la santé, d'accord, et accessible à tous les milieux, le milieu professionnel, mais aussi dans le quotidien des gens, pour que la santé devienne quelque chose dont les gens s'emparent, ok? Ensuite, le deuxième axe, ça va être de lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Ça veut dire quoi ça? Et bien selon où on habite en France, on ne va pas avoir le même accès aux hôpitaux. Donc on essaye de lutter contre ça. De même, on ne va pas avoir le même accès aux médecins. Donc on essaye de faire qu'à l'échelle du globe, de la France, pardon, tout le monde puisse avoir accès de la même façon aux soins. Et pareil, les inégalités sociales, on va essayer de faire que les gens qui ont moins d'accès, ont moins un gros volume financier dans leur mode de vie, puissent avoir accès aux mêmes soins que les gens qui gagnent plus d'argent. C'est l'idée aussi de pouvoir bénéficier de la couverture maladie universelle, mais on en reparlera plus tard. Le troisième axe, il est important, c'est garantir la qualité, la sécurité et la pertinence, c'est-à-dire le fait qu'elle soit adaptée, des prises en charge à chaque étape du parcours de santé. Donc ne pas faire des examens qui ne servent à rien, mais par contre faire les bons examens au bon moment qui vont nous donner de bonnes informations sur l'état de santé des gens. Et puis le quatrième axe, ça va être d'essayer d'apporter des innovations, des nouveautés pour faire évoluer notre système de santé tout en donnant la place aux usagers du système de santé, aux gens qui se font soigner. Ok, on aura l'occasion de revenir dessus si vous avez des questions. On va s'intéresser au fonctionnement justement de la protection sociale en France. On vient de voir qu'on essaye de lutter contre les inégalités, que chacun ait accès à un service de soins de qualité. Alors comment ça marche? Vous savez qu'on est remboursé en France quand on va chez le médecin. Et comment cela peut fonctionner, sachant que dans les autres pays, vous pouvez voir comme exemple les États-Unis, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc en France, il va y avoir des cotisations, d'accord, des contributions. Chaque travailleur déjà va verser une partie de son salaire, donc on vous dit environ 16% du salaire brut chaque mois, à ce qu'on appelle la sécurité sociale. On va voir qu'il y a différentes branches dans la sécurité sociale, dont une branche maladie. Vous savez qu'il y a une différence entre le salaire brut et le salaire net, et donc le salaire brut va être ponctionné par l'État pour pouvoir en fait alimenter des caisses qui vont servir à tous. Donc quand nous travaillons, nous cotisons pour que chaque Français, mais nous y compris, puissions bénéficier d'une couverture sociale.
Les entreprises, quant à elles, ont aussi une grosse contribution à verser, d'accord? Elles vont reverser environ 30% de leur salaire brut à l'État pour que l'État assure une protection sociale plus généralisée. Enfin, l'État lui-même va reverser une partie des impôts collectés, notamment sur les taxes liées à la santé, l'alcool et le tabac. Et ces taxes vont venir aussi compléter ces cotisations et contributions, vont venir se mettre dans ce grand pool d'argent qui va être dédié à la protection sociale. Donc on voit 91% des ressources sont issues des travailleurs et des entreprises et 9% des taxes que l'État récolte, notamment à travers le tabac et l'alcool. Comment tout ça marche? Donc il y a différents types de régimes, le régime agricole, le régime général des salariés, les régimes spéciaux, notamment liés aux entrepreneurs. Et puis dans ce régime général, on va avoir plusieurs branches. La branche famille, les allocations familiales, la branche retraite, pour toucher notre retraite, et puis des branches qui vont plus nous intéresser, la branche maladie, l'assurance maladie à proprement parler, qui va s'occuper aussi des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc nous, dans le cadre de ce chapitre-là, on va focaliser sur l'assurance maladie. Donc la sécurité sociale et donc l'assurance maladie reposent sur un principe de solidarité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun, au sein de notre société, participe à la protection de tous, mais que chacun bénéficie aussi de cette protection. Donc grâce à leurs cotisations, les bien portants en fait sont solidaires, et ça c'est un mot important, solidaires des malades. C'est-à-dire que les salariés sont solidaires des inactifs et des retraités aussi. D'accord? La sécurité sociale aide donc les assurés en versant des prestations en termes d'argent monétaire. D'accord? Par exemple, si on est en arrêt maladie, on va toucher une partie de notre salaire, donc c'est une prestation sous forme d'argent, ou en permettant l'accès à des services fournis à des prix réduits ou gratuitement. Donc, on rembourse quasiment en intégralité l'accès aux médecins traitants, et puis les gens qui sont bénéficiaires de la CMU, couverture maladie universelle, vont pouvoir avoir accès à un certain nombre de soins gratuitement. Ce principe de solidarité, il est illustré ici. Donc les employeurs, les salariés vont verser des cotisations, l'État reverse une partie de ses impôts, les entreprises vont verser une partie de leur salaire, tout ça va tomber dans le gros pool de la sécurité sociale, qui va pouvoir donner des prestations monétaires, des indemnités journalières en cas d'accident, des pensions de retraite, des allocations familiales, ou des services à prix réduit ou gratuits, les frais médicaux, les frais d'hospitalisation. D'accord? Donc, encore une fois, les bien portants, donc ceux qui vont bien, sont solidaires des gens malades, et ceux qui sont en activité sont solidaires des inactifs. On va pouvoir parler du fonctionnement du remboursement, puisqu'on est en train de parler de l'assurance maladie et de comment en fait les frais médicaux sont pris en charge. Et à ce moment-là, il faut tout de suite évoquer le parcours de soins coordonné. Qu'est-ce que c'est que le parcours de soins coordonné? Vous avez tous entendu parler d'un médecin traitant. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin traitant? Pourquoi il faut en avoir un, etc. Donc à partir de 16 ans. Avant, cela n'est pas nécessaire. Et bien, le parcours de soins coordonnés implique que vous ayez déclaré un médecin traitant, un médecin généraliste, qui va vous suivre dans tout votre parcours de soins. C'est lui qui vous adresse à un médecin spécialiste ou à son remplaçant si il ne peut pas vous recevoir, mais c'est lui qui va centraliser en fait votre parcours de soins. Ça a un impact sur les remboursements. Quand on n'a pas déclaré de médecin traitant, qu'on a consulté un médecin spécialisé sans orientation par un médecin traitant, on va être moins remboursé. On va être remboursé à 30% de ce que la sécurité sociale propose. D'accord? L'idée, c'est d'orienter les gens vers un vrai parcours de soins coordonnés avec l'intervention d'un médecin traitant qui est en fait un régulateur de santé. Et à ce moment-là, on sera remboursé à 70% du tarif prévu. Donc on a déclaré un médecin traitant. Donc on peut le consulter lui, d'accord? On peut éventuellement consulter son remplaçant ou un autre médecin uniquement dans une situation d'urgence. Mais on ne peut pas aller consulter 4 médecins différents en ville. On peut consulter de manière libre un dentiste,
un gynécologue, un psychiatre, un ophtalmologue pour les yeux. Tout ça, en fait, ce sont des spécialistes qui sont en accès direct. Nous n'avons pas besoin de passer par nos médecins traitants pour les consulter. A l'inverse, il y a beaucoup de spécialistes, médecins spécialisés, qui nécessitent, pour justement que cette consultation soit remboursée, une orientation par le médecin traitant. C'est le cas des ORL, otorhinolaryngologues, c'est le cas des gastro-entérologues, c'est le cas des dermatologues. Pour avoir un rendez-vous avec ces personnels de santé et que cette consultation vous soit remboursée, il faut que vous soyez adressé par votre médecin traitant. Donc quand on parle des remboursements dans le cadre d'un médecin traitant, comment on les calcule? On le refera en cours, mais je vous donne un petit extrait des calculs qu'on va réaliser. À ce moment-là, 70% de la consultation est remboursée, moins 1 euro de participation forfaitaire. En général, une consultation chez un généraliste est de 25 euros. 70%, ça nous fait 17,50 euros, moins les 1 euro de participation forfaitaire. La sécurité sociale, l'assurance maladie, nous rembourse 16,50 euros. Le reste est pris en charge par la mutuelle ou l'assurance maladie complémentaire. Nous en reparlerons en cours également. Quand vous ne passez pas par votre médecin traitant, vous êtes hors parcours de soins coordonnés, cette fois-ci, seuls 30% de la consultation va être remboursée, moins les 1 euro de participation forfaitaire. Donc 30% de 25 euros, 7,50 euros de remboursé, moins 1 euro de participation forfaitaire, 6,50 euros. Et là, est-ce que le reste sera remboursé par la mutuelle? Eh bien non, dans ce cadre-là, vous ne pourrez pas avoir accès à ce complément. On en reparlera aussi en cours. C'est ce qu'on vous explique ici. Donc le remboursement des dépenses de santé, il y a les frais réels, d'accord? Puis il y a la base de remboursement de la sécurité sociale. Donc on vient de voir 70% dans le cas d'un parcours de soins coordonné. Donc ça va être pris en charge, ces 70%, par l'assurance maladie. La partie qui reste à votre charge, d'accord, va être prise en charge soit par vous-même, soit par la complémentaire santé, cette fameuse mutuelle, cette assurance complémentaire dont on a discuté et qu'on redétaillera en cours. Et puis parfois, donc ça c'est sûr, 25 euros d'un médecin généraliste, le montant d'une consultation, 17,50 euros pris en charge par l'assurance maladie, le reste jusqu'aux 25 euros par la complémentaire santé, moins les 1 euro de participation forfaitaire. Certains médecins pratiquent ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire payer 25 euros pour le même service, ils en font payer 30. L'assurance maladie ne prend pas en charge ce dépassement d'honoraires. La complémentaire santé ou mutuelle la prend en charge parfois, et parfois pas, ça dépend de votre contrat avec la mutuelle ou la complémentaire santé. On va faire quelques petits exemples. Kayuani a l'impression d'attendre moins bien. Elle décide de consulter directement un ORL. Quel va être le montant de son remboursement? Hors parcours de soins coordonnés, le remboursement ne va être que de 30%. Parce que pour consulter un ORL, ce n'est pas un médecin en accès direct, il faut au contraire être adressé par son médecin traitant. Deuxième exemple, cette fois-ci, David consulte son ophtalmologue, donc le médecin qui va s'occuper de la santé des yeux, sans passer par son médecin traitant. Comme l'ophtalmologue est en accès direct, un spécialiste en accès direct, le montant du remboursement va être de 70%. Il n'a pas besoin de passer par son médecin traitant. Ça, c'est des outils importants, les outils de remboursement qu'il faut que vous compreniez. Et vous savez que pour être remboursé, on a un outil à disposition mis en place par l'assurance maladie, c'est la carte vitale, que nous voyons ici, munie d'une puce, d'une photo d'identité, des noms et prénoms, et puis d'un numéro de sécurité sociale qu'on va détailler ensemble. Donc c'est une carte strictement personnelle qui vous est délivrée à partir de 16 ans, qui est valable partout en France, qui vous est réservée, qui contient vos informations administratives et qui est gratuite. Donc le numéro de sécurité sociale, il est composé d'un premier chiffre, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, des 2 derniers chiffres de votre année de naissance,
de votre mois de naissance, du département où vous êtes né, ça sera 99 si vous êtes né hors territoire français, d'un code qui définit la commune de naissance, du numéro d'ordre de naissance répertorié par l'INSEE, puis d'une clé qui permet de terminer ce numéro. Quels sont les intérêts de la carte vitale? Donc, vous savez qu'on peut l'utiliser à la pharmacie, chez le médecin. Qu'à la pharmacie, ici par exemple, elle va vous permettre de bénéficier du tiers payant. D'accord? Ça veut dire que vous n'allez pas avancer les frais de santé. Quand vous avez à les avancer, la carte vitale vous permettra d'être rapidement remboursé de manière automatique si vous l'avez donné aux professionnels de santé. Enfin, elle crée, elle supporte un dossier administratif informatique, c'est-à-dire que la carte vitale permet de vous identifier, elle sait qui vous êtes, et c'est ce qui permet aussi au remboursement d'être plus rapide. Il y a un dernier outil que nous devons voir ensemble, c'est un outil qui est en train de se développer, qui s'appelle le DMP ou le dossier médical partagé. Donc c'est un dossier qui va permettre de centraliser l'ensemble des examens médicaux, des résultats médicaux que vous avez pu obtenir au cours des dernières années. Donc les résultats d'analyse sanguine, urinaire pourront être stockés sur ce DMP. Les résultats de vos examens médicaux, par exemple suite à une radio, les médicaments prescrits par vos médecins, si vous avez d'éventuelles allergies, et puis les diverses informations médicales importantes. Et l'idée, c'est que ce dossier médical partagé soit centralisé et donc puisse être accessible à différents praticiens pour vous soigner au mieux. Il reste que ce sont des données informatiques qui doivent être strictement protégées. Nous aurons aussi l'occasion d'en reparler pendant les cours. On en a terminé pour ce chapitre-là et on se dit à très vite pour la suite.